L'acte 2 du quinquennat Macron, le début du recueil des signatures pour le référendum sur la privatisation des aéroports de Paris et la surprenante critique du capitalisme par le président de la République. Vous regardez le petit coup de Bourbon numéro 36 et vous avez raison. Comment faire du neuf avec du vieux ? C'était la contrainte de l'exercice auquel s'est employé hier le Premier ministre. Convaincre que l'acte 2 du quinquennat Macron serait radicalement différent de l'acte 1. Hélas, pour le locataire de Matignon, l'affaire était cousue de fil blanc. Ainsi, la transition écologique. Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du verre. Ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. En fait, le gouvernement a surtout recyclé des mesures déjà connues. Fermeture de Fessenheim, fermeture des centrales à charbon, remise à plat des aides à la transition énergétique. Il s'agissait surtout de cajoler les nouveaux électeurs de M. Jadot, qui se trouvent être souvent des anciens électeurs d'Emmanuel Macron. Seules véritables annonces, l'incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles à usage unique à partir de 2020 et l'étiquetage Nutri-Score, vous savez ces étiquettes à 5 couleurs, qui sera rendu obligatoire. C'est maigre. Quoi qu'il en dise, ce gouvernement n'a pas changé d'orientation ni de méthode. Il entend bien continuer la casse de la protection sociale. Ainsi, sur les allocations chômage. Le troisième objectif vise à introduire une dégressivité de l'indemnisation pour les salariés qui perçoivent les salaires les plus élevés et qui sont en mesure de retrouver un emploi plus rapidement que les autres. En France, entre 700 et 1000 personnes perçoivent l'indemnité maximale plafonnée à 6 200 €. La dégressivité ne changera donc pas grand-chose au compte de l'Unédic. Sauf qu'il s'agit de préparer les esprits à une dégressivité générale des allocations, avec pour objectif le modèle allemand, un recul du chômage, mais une explosion du nombre de travailleurs pauvres. Entre 1992 et 1996, l'assurance chômage avait déjà mis en place un tel système dégressif, sans aucun résultat probant, au point qu'il a été abandonné. Une étude de l'INSEE portant sur cette période a même montré que ce système a paradoxalement ralenti le retour à l'emploi. Et puis il y a les retraites. Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Ainsi, chacun pourra faire son choix en liberté et en responsabilité. Vous l'avez compris, l'âge de 62 ans sera purement fictif, puisque pour partir avec une pension décente, il faudra attendre d'avoir 64 ans, voire plus. Situation qui sera aggravée par l'instauration de la retraite à points. Ce système poussera en effet les salariés à repousser sans cesse leur départ afin d'améliorer leur pension. L'âge pivot, l'âge référence du Premier ministre, ira en reculant au fil des ans. Et, question subsidiaire, comment les seniors sans emploi, bonne chance pour retrouver un job passé la cinquantaine, comment ces seniors survivront-ils jusqu'à leur départ en retraite ? Soyons justes cependant, Édouard Philippe n'a pas annoncé que des mauvaises nouvelles. Prenez les baisses d'impôts. Le taux d'imposition de la première tranche de l'impôt sur le revenu, qui regroupe 12 millions de foyers, sera abaissé de 3 points. Cela représente un gain moyen par foyer de 350 €. Les 5 millions de foyers de la tranche suivante bénéficieront d'un gain moyen de 180 €. Formidable, non ? Pas sûr. Soyons clairs, baisser les impôts de 5 milliards en une fois nous obligera à faire des choix pour contenir nos dépenses publiques. Moins d'impôts, mais moins de services publics. On avait cru comprendre, à travers le mouvement des Gilets jaunes, que les Français réclamaient justement l'inverse. Eh bien, il y a une solution. Rétablir l'ISF, ou bien abandonner le CICE et la flat tax. Mais c'est curieux, le gouvernement n'en a pas eu l'idée. Le clientélisme gouvernemental est sans borne. Les électeurs du Rassemblement national ont eu droit, eux aussi, à leur appel de phare sur l'immigration. C'est pourquoi, comme l'a annoncé le président de la République, le gouvernement organisera chaque année un débat au Parlement sur les orientations de cette politique. Le premier aura lieu au mois de septembre prochain. Reste la réforme constitutionnelle. Le Sénat ne veut pas de la réduction du nombre d'élus et menace donc de bloquer toute révision. Nous allons donc continuer à chercher à nous rapprocher, mais nous ne mobiliserons pas du temps parlementaire pour, in fine, constater le désaccord du Sénat. Nous attendrons le moment propice et la manifestation de volonté du Sénat, qui peut-être
ne viendra qu'après le renouvellement de la Haute Chambre en 2020. Ce report tombe à pic, car il faut caser le débat sur la révision de la loi bioéthique qui prévoit l'extension de la PMA à toutes les femmes. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre. Il s'agit d'une incontestable avancée sociétale. Elle présente en outre l'inestimable avantage de rajouter de la division dans les rangs d'une droite déjà en perdition. On ne s'en étonnera pas, cette feuille de route pour les 3 ans à venir n'a pas séduit les oppositions. 363 députés ont voté la confiance au gouvernement. 163 se sont prononcés contre. En 2017, le Premier ministre avait recueilli 7 voix supplémentaires en faveur de sa politique, soit 370 voix. Au Sénat, le résultat est moins glorieux. Sur 345 votants, 71 parlementaires ont voté en faveur du Premier ministre. 93 ont voté contre et 181 se sont abstenus. Dans les couloirs de l'Assemblée, chacun y est allé de sa réaction. Petit florilège. Mon sentiment général, c'est que le Premier ministre nous balade. La réalité, c'est que l'acte 2 du quinquennat va être pire que l'acte 1 et qu'il ne change rien. Alors ils nous disent aujourd'hui, on sera très gentil, très souriant, on va arrêter d'insulter les Français. Bon, c'est déjà ça de prix, vous me direz. Mais la réalité, c'est qu'ils continuent sur la même route. Les réformes qui sont les leurs, les retraites ou l'assurance chômage, on les connaissait déjà. Il nous a indiqué qu'aujourd'hui, les Français, demain, allaient devoir travailler davantage, verraient probablement leur pension diminuer et que les allocations chômage seraient dégressives. Et donc, il ne recule pas, il ne change pas, il continue. On a vraiment le sentiment que toutes les cases sont cochées. Alors, il y a un petit mot pour les anciens, un mot pour les plus jeunes, un mot pour, évidemment, des sujets importants et graves comme le 3e âge ou le 5e âge, le handicap, et puis il y a le mot sur la souveraineté, il y a le mot sur la sécurité, le mot sur le renseignement. Bref, on coche absolument toutes les cases. La plus grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est financé. L'urgence écologique, il y a des mesures placebo qui, pour certaines d'entre elles, vont dans le bon sens, mais très en deçà de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Sur la question sociale, on est dans l'hypocrisie la plus absolue. Je prends pour seul exemple les retraites, où on nous dit que nous allons pouvoir continuer à partir à 62 ans, mais avec un âge pivot qui sera supérieur, alors qu'on sait déjà que 70% des Françaises et des Français ne travaillent plus après 60 ans. On voit un Premier ministre en face de nous qui essaye de se repeindre un peu en vert, voilà, et qui essaye un petit peu de nous expliquer qu'il veut lutter pour la justice sociale, mais rien dans les actes qu'il propose ne va dans cette direction. Au contraire, on va assister par exemple à une attaque en règle contre le droit à la retraite dans notre pays. La PMA est un sujet grave, mais les Français, eux, ce qui compte, c'est leur porte-monnaie, ce sont les retraités, c'est le chômage, c'est l'emploi. Et je ne voudrais pas que le gouvernement croie distraire l'attention des Français. Il peut distraire sa majorité avec la PMA, mais il ne distraira pas les Français parce que les Français s'intéressent avant tout à leur avenir, à leur pouvoir d'achat. Et puis il y avait Mélenchon, la première intervention du chef de la France insoumise depuis la défaite des Européennes. Un chef parfois violemment contesté. On le disait fatigué, déprimé, usé. Le vieux lion avait un genou en terre. Je vous laisse juge. Compte tenu de notre résultat électoral, je suis parfaitement conscient de la difficulté de notre situation pour mener le combat. Le rapport de force est lourdement défavorable pour nous. Il l'est ici en France, face à vous et à l'extrême droite, mais il l'est hélas aussi dans l'ensemble de l'Union européenne. Nous sommes rayés de la carte dans plusieurs pays. Nous ne céderons pas, quoi qu'il arrive. Nous ne céderons pas. Non pour nous si mal récompensés de nos dévouements. Non pour nous, mais pour les 9 millions de pauvres du pays, pour cet enfant sur 5 qui vit dans la pauvreté, pour les 4 millions de mal logés, pour les 600 morts annuels sur leur poste de travail, pour les 2000 décès dans la rue, pour les 5 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, pour les 30% de Français qui renoncent à des soins pour des raisons financières. Car vous-même, vous ne cédez rien. Et sous prétexte d'acte 2, on y voit comme un bégaiement de l'acte 1. Et vous êtes le danger. Il serait faux de croire que le macronisme en a terminé avec le mouvement social. Le programme du gouvernement Philippe pousse à de nouvelles confrontations. Qui l'emportera du pouvoir?
du peuple ou de l'extrême droite. La course de vitesse est lancée. Françaises, Français, ça n'est pour l'instant qu'un murmure. Référendum. Un référendum sur les aéroports de Paris. Un référendum pour ne pas brader ce trésor à Vinci. Un référendum surtout sur l'avenir. L'avenir que nous refusons, l'avenir que nous désirons. Voilà l'arme, aujourd'hui, qui les effraie. Ils ont peur. Ils ont peur de votre portable, peur de votre tablette, peur de votre ordinateur, peur de vos signatures. Et oui, la période du recueil des 4,7 millions de signatures nécessaires à la tenue d'un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris est ouverte. Depuis minuit, il est possible de signer à l'adresse suivante. Attention, n'oubliez pas de mettre les 3 W au début de l'adresse. Bien que la France soit une start-up nation, l'informatique du ministère de l'Intérieur vient tout juste d'abandonner le Minitel. Et d'après les premiers retours, les bugs sont nombreux. Alors faites-vous aider et insistez. Quand une avancée démocratique permet aux citoyens de s'exprimer, voire de trancher, il faut l'utiliser à fond. Vous pensiez qu'Emmanuel Macron était un néolibéral. Erreur. Dès qu'il s'échappe des frontières françaises, il révèle sa véritable nature, celle d'un bolchevique schizophrène. Vous ne me croyez pas ? Écoutez cette tirade prononcée à Genève à l'occasion du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Quand le peuple, quelles qu'en soient les catégories, ne trouve plus sa part de progrès, il ne peut plus adhérer à un régime politique tel qu'il se présente devant lui. La crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. Comme je n'en croyais pas mes oreilles, j'ai sollicité l'expertise de 2 députés qui passaient par là. Il y a des discours qui font bien au G7. Et puis il y a la réalité pratique en France, qui est souvent à rebours. Nous savons ce qu'est le macronisme depuis 2 ans. C'est une politique libérale, conservatrice. La droite est au gouvernement et elle conduit une politique de droite. C'est le style Macron, vous savez, on connaît, on l'a déjà dit, il y a George Orwell en 1984 qui disait faire la guerre c'est préparer la paix. Voilà, ça c'est Macron quoi. Détruire le code du travail c'est lutter contre le chômage. Bon voilà, c'est la novlangue. Bon, c'est un style. Le style, c'est l'homme, il est comme ça. Quand il dit quelque chose, il fait. En général, ce qu'il dit, c'est l'inverse de ce qu'il fait. C'est quand même dommage. Pour une fois, la plupart des Français auraient été d'accord avec le président de la République.